Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce talk intitulé L'intelligence artificielle au secours de l'accessibilité. Vous avez compris ce que j'ai dit, hein? Tout, hein. Oui? Ouais. Non? Alors, l'accessibilité, c'est aussi ça, hein. La langue des signes, c'est pas que pour les discours du président à propos du Covid, hein. Ça aide les gens à comprendre ce qu'on dit quand on a, par exemple, quand on est sourd, la langue des signes, ça aide, les sous-titres, etc. Et donc, ça va être le thème de cette présentation. Je m'appelle Aurélie Vache, je suis DevRel chez OVH Cloud, je suis GDE, donc c'est Google Developer Expert dans les technologies du cloud. Je suis investi dans des associations de Women in Tech comme de chez France. J'écris des articles, je suis sketchnoter, CNCF ambassadeur, Docker Captain et j'aime le rétro gaming. Allez, on s'en fait des trucs, hein. Un petit peu. Et moi, donc Guillaume Laforge, je travaille chez Google depuis 5 ans dans la partie Developer Relations et je me focalise plutôt sur tout ce qui est serverless. Donc j'ai des universités, des talks un peu plus tard aussi. Les gens me connaissent pas mal pour le fait d'avoir co-créé le langage Groovy. Et puis il y a les cascodeurs aussi demain soir, podcast qui fait souvent la clôture de Devox. Pourquoi ce talk? C'est coupé, non? Ça va. 30% des Français sont directement impactés par le handicap, soit parce qu'ils sont eux-mêmes en situation de handicap, soit parce qu'ils aident un de leurs proches au quotidien. Le handicap peut toucher tout le monde, toutes les classes sociales. L'accessibilité, ce n'est pas uniquement pour les personnes qui ont un handicap, mais c'est pour tout le monde. Par exemple, la rampe d'accès, c'est très pratique pour une personne en fauteuil roulant, mais également lorsqu'un parent pousse son enfant dans la poussette. Hop. Lorsque l'on parle d'accessibilité en informatique, la première chose à laquelle on pense, c'est mon site internet doit être accessible. Donc je vais ajouter mes attributs alt dans mes balises IMG et c'est fini. Et je vais même rajouter des ARIA Pardon. attributs. Alors non, l'accessibilité, ce n'est pas que ça. C'est un bon début, oui, je suis d'accord, mais c'est vraiment pas que ça. Et on a vu l'arrivée des nouveaux assistants dans la majorité des foyers, mais personnellement, même si je suis une méga geek, c'est bon, j'en ai pas chez moi. Pourquoi sont-ils vraiment accessibles? Oui, je vais passer. Oui, ça marche pas. Des API existent, mais savez-vous que l'on peut s'en servir pour améliorer le quotidien de personnes? Et un petit disclaimer. Ce talk est fait par des développeurs, pas par des data scientists ou des personnes ayant un doctorat en réseau de neurones. On va commencer par une petite démo. Alors, du coup, je vais switcher. Ensuite, un truc Hop, ici, 5. Donc, c'est une démo qu'un de mes collègues a fait, donc Zach Akil, qui est basé à Londres, et qui utilise une API de Video Intelligence, donc une API de chez Google, vu qu'on travaille tous les deux chez Google. Et en fait, alors je vais vous la mettre. Hop. Bon, vous entendez pas forcément le son, mais c'est pas très grave. En fait, cette API, elle est capable de regarder ce qui se passe dans les vidéos. Donc, par exemple, on peut voir. Alors, je vais commencer par ici. On peut voir ce qui apparaît dans les vidéos. Donc, par exemple, là, il va changer automatiquement ici tous les libellés de ce qui est reconnu. On peut regarder toutes les shots, je ne sais pas comment dire en français, les coupes, les séquences. les séquences, voilà, les Ouais. séquences qu'il y a dans la vidéo. On peut voir également tracking, bon, je vais dire en anglais, c'est pas grave, tracking des Pareil. objets. Donc, par exemple, quand est-ce qu'il y a, je sais pas, un camion, et je peux aller directement au moment où il y a un camion qui apparaît. Et on voit également les petites boîtes, etc., pour bien illustrer ce qui est reconnu. On peut voir où il y a des personnes, on peut voir où il y a des visages. Donc si par exemple on veut retrouver un visage, par exemple celui-ci,
hop, je clique et on va au bon endroit. Reconnaître les logos. Le truc que j'aime bien aussi, c'est ça. Alors le texte est peut-être un petit peu petit, mais on va voir qu'on peut voir exactement où on en est. Et il y a la transcription automatique de la parole. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi le texte, donc les moments où il y a certains mots qui apparaissent à l'écran avec le timecode. Et puis il y a aussi, par exemple, on peut voir quand il y a du contenu explicite ou pas, où ils pensent potentiellement il y a du contenu explicite. Bon, dans la pratique, je crois qu'il n'y a rien d'explicite dans cette vidéo. Je sais pas, c'est explicite ça? Je sais pas. Ça n'a pas l'air. Donc, voilà. Alors, je repasse, je crois, C'est le 4 ou le 3. Le le 3. 3? Hop. Donc, ouais, on va switch. Donc, dans cette démo, on a pu voir que on est capable, en fait, mais c'est vraiment juste une API qu'on utilise, je vais vous le montrer d'ailleurs dans le prochain slide. On est capable d'extraire vraiment beaucoup de données et parfois on appelle ça la dark data. Il y a plein de choses, des documents scannés, des vidéos, des MP3, etc. C'est des fichiers numériques, mais on ne sait pas vraiment raisonner sur ce qu'il y a dedans. Mais grâce à des API de machine learning, on est capable d'extraire ces informations-là. Alors si je passe voilà, à ce slide-là, là par exemple, donc cette... ah d'ailleurs, attends, j'ai pas laissé le lien pour ce... Enfin, on les publiera de toute façon, La fin, les slides. Ça, c'est le code, donc c'est du fourche langue, du Python, pardon. Le Python, c'est assez clair quand même à lire et comment il fait il dit toutes les fonctionnalités qu'il veut utiliser de l'API, etc. Et en quelques lignes, bon là il utilise toutes les features, donc ça fait quelques lignes, mais en tout cas c'est assez facile d'obtenir et d'utiliser une API. Mais on aura d'autres exemples d'utilisation d'API, vous verrez. Donc, si on veut, donc là, c'était la vidéo intelligent, donc il s'occupe de tout ce qu'il y a dans l'image, ce qu'il y a dans la parole, etc. On peut zoomer un petit peu plus sur la partie reconnaissance de la parole, donc qui peut aider en termes d'accessibilité. Typiquement, enfin, c'est pas que pour, par exemple, tous ceux qui sont malentendants, etc. Grâce à la reconnaissance de la parole, vont pouvoir savoir ce qui est dit ou quels bruits sont reconnus, etc. dans une vidéo. Donc, la reconnaissance vocale, c'est intéressant et utile pour les malentendants, mais pas que. Donc, par exemple, tout ce qui est, en fait, si vous utilisez, si vous écoutez des podcasts, savoir ce qu'il y a dedans, on peut regarder les show notes, mais on ne sait pas forcément quel est l'avis des gens sur telle ou telle chose qui est abordée. Ça peut être aussi quand vous regardez, genre vous êtes en train de... Vous êtes dans le RER et vous voulez, vous n'avez pas votre casque, vous voulez voir ce qu'il y a dans la vidéo, vous êtes content d'avoir des sous-titres automatiques qui peuvent apparaître. Donc il y a pas mal de choses que ça peut aider et aussi tout ce qui est rendre cherchable, ce qui typiquement ne l'est pas. Donc par exemple, quand vous êtes dans un call center et vous voulez savoir quels sont les problèmes qui sont rapportés par les utilisateurs qui appellent au call center, si vous utilisez speech to text, vous pouvez extraire le texte de ce qui est dit. Donc c'est aussi ces API de reconnaissance vocale, c'est l'occasion de pouvoir chercher avec Elasticsearch, avec ce que vous voulez, dans du texte par exemple, enfin dans de l'audio, pardon. Là, il y a un petit graphique sympa là, des gens de Microsoft. Alors, il y a pas mal de produits Microsoft qui sont mentionnés là-dessus, mais qui montrent un petit peu l'historique qui nous a permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Donc, ça a quand même commencé, vous voyez, dans les années 70 avec à base de modèles, de chaînes de Markov. Ensuite, dès quand même les années 80-90, alors que là ça commençait à être l'hiver de l'intelligence artificielle, il y avait quand même les premiers réseaux de neurones, donc on n'avait pas forcément la capacité de calcul qu'on a aujourd'hui pour bien les faire fonctionner. Et après on est arrivé là plus récemment, plutôt les années 2000, vers des réseaux de neurones récurrents avec des systèmes probabilistes, là je le lis parce que je ne me rappellerai pas, système probabiliste de transduction de séquences. Donc vous savez évidemment tous ce que c'est qu'un système Oui, oui. Et donc là, ce qu'on veut encore une fois montrer dans ce talk, c'est le fait que c'est des API qui utilisent tout ça, mais vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment fine-tuner un algorithme de machine learning à base de neurones. Et donc,
on peut, donc là, on l'a vu avec la Vision Intelligence, mais on peut regarder, il y a aussi une API qui s'occupe juste du speech to text. Donc là, c'est une API qui est disponible depuis 2018, qui est disponible en 125 langues ou variantes. Donc, genre, il y a des Anglais qui parlent l'anglais genre de la reine, et il y a des Anglais qui parlent l'anglais de Trump ou Biden ou autre. Donc, c'est pas tout à fait la même langue. Et donc, on peut faire aussi. Donc là, c'était avec une vidéo, ça a été pré-traité, ce que j'avais fait avec la vidéo intelligence, mais on peut aussi le faire en live avec un flux audio. Des choses qui n'auraient pas pu être faites il y a des dizaines d'années. Un autre truc qui est intéressant aussi avec ces API-là, c'est que, on verra un exemple tout à l'heure d'une autre démo, c'est qu'en fait, c'est pas parfait hein, la transcription, et en fait, on peut quand même aider, grâce à des informations, on va dire, de contexte, ces API à mieux transcrire. Donc, je vous le montrerai plus en détail dans un exemple, en donnant en tout cas un vocabulaire. Donc, par exemple, là, on parle, je ne sais pas, de réseau de neurones, etc., ou de machine learning. Ben, je parle français et là, d'un seul coup, je mets un mot machine learning dedans. Peut-être que si je lui donne comme vocabulaire des éléments de phrase, des mots-clés, etc., et ben, il saura, ah oui, ça doit être plutôt machine learning, que je ne sais pas trop ce qu'il aurait pu reconnaître en même temps. Donc dans le détail après, enfin sans vouloir trop rentrer dans le détail, cette API-là, par exemple, elle est disponible donc sous forme REST ou avec gRPC. On peut le faire en synchrone, y compris donc, en synchrone avec un flux de voix en temps réel. On peut le faire, là je lui donne juste un tout petit extrait et hop, il me le traduit aussi directement. Ou on peut le faire aussi en batch ou en asynchrone avec une opération longue pour dire bah là, moi, mon MP3, il fait 1h30, transcris-le-moi et tu me diras quand ce sera fini. Et par contre, pour ce qui est, quand on veut faire du streaming avec un flux audio live, par contre, il faut utiliser gRPC parce qu'on ne peut pas vraiment faire du streaming avec du REST. Et justement, donc, je parle des cascodeurs. Donc, bienvenue dans l'épisode de 263 des cascodeurs. Non, ça sera demain, demain soir. Je m'étais amusé en fait à prendre un des épisodes et de regarder ce que ça donnerait si je le passais avec la moulinette du speech to text, pardon, oui, c'est du test d'ailleurs, que j'ai fait un test. Et un truc qui est intéressant dans les nouvelles versions de ces API comme ça de speech to text, c'est la fonctionnalité de diarisation. Je pense qu'on dit pareil en français, c'est le fait aussi de pouvoir discerner quand il y a des personnes différentes qui parlent, et non pas juste avoir que des mots, mais on veut savoir qui a dit quoi. Donc ça, c'est utile. Je l'ai fait, là, c'est les écrans, comment on fait avec dans la console Google Cloud. Donc je dis, voilà, prenez ce MP3-là, c'est un MP3, il est échantillonné à telle fréquence, etc. Donc c'est tous ces détails qu'on voit là. Et je peux mettre, non, c'est peut-être sur l'écran d'après, voilà, sur la partie ici, je peux dire, bah, je sais qu'il y a entre 3 et 4 speakers dans ce podcast. Donc ça va l'aider, ça va lui donner un petit indice. Et là, alors je ne l'ai pas fait dans la démo, mais ici en bas, c'est là où je peux lui donner du vocabulaire en plus pour lui donner du contexte, pour qu'il essaie de reconnaître ce qu'on a dit avec des mots peut-être du vocabulaire technique. Et là, donc si je repasse normalement, non, ou si je Non, montre d'abord ça, pardon. ici. Oui, non, je l'ai à l'écran, de toute façon, c'est vrai. Je me suis amusé, donc l'API, une fois qu'elle a fini le processing, elle me retourne un fichier, un gros fichier JSON avec tous les détails. Donc là, c'est juste en bas à droite un tout petit détail avec un mot qui est reconnu parmi tout le flux. Ça me donne le timecode, l'endroit au moment où ça apparaît. Le speaker tag, c'est, je pense que c'est le premier speaker. Et donc là, j'ai fait un petit script Groovy, mais qui parse du JSON, peu importe le détail. Et après, donc quand j'imprime ça dans ma console, donc je vais avoir je sais plus, en jaune, ça doit être Arnaud ou Antonio, et en vert, enfin jaune et vert, ça doit être Arnaud et Antonio. En rouge, c'était Emmanuel qui parlait. Mais par exemple, dans ce podcast-là, on parlait, alors que j'essaie, voilà, En haut, le ouais. truc qui est entouré en rouge là-haut, Adoption Homme, nos amis de Adoption Homme. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce Et que en c'est fait, alors vous savez ce que c'est? adoption homme?
c'est Adoptium ou Adoptium, je sais pas comment, je dirais plutôt Adoptium moi. Je suis pas trop sûr de la prononciation, mais c'est vrai que ils pouvaient pas savoir ce que c'était que ce mot clé là, ce mot technique. Et en fait, dans les phrases type que j'aurais pu renseigner pour l'aider à transcrire, j'aurais peut-être pu mettre le mot-clé Adoptium et là, il me l'aurait bien remplacé. Donc, encore une fois, hein, ce n'est pas forcément parfait ce qu'on voit là. Adoptium, c'est un exemple, mais je pense que si vous le lisez plus attentivement, vous verrez qu'il y a pas mal de petites erreurs de transcription, mais en tout cas, ça aide quand même pas mal à savoir ce que ça raconte. Donc là, le niveau de compréhension de ces API-là, au fil des ans, s'est beaucoup amélioré. Et donc ça, c'est le taux d'erreur par mot. Et aujourd'hui, on en est à 5% de taux d'erreur, donc un mot sur 20. Et en fait, ça paraît pas, on se dit, ouais, un mot sur 20, ça fait encore beaucoup quand même. Mais l'être humain a un taux d'erreur qui est pas forcément beaucoup meilleur. C'est quelques pourcents, je n'ai pas le chiffre d'ailleurs, c'est peut-être que 3% ou un truc comme ça. Mais on se rend compte qu'en fait, l'être humain est capable de synthétiser par rapport au contexte et de comprendre par rapport au contexte, même s'il ne comprend pas tous les mots. Voilà. Après, donc bon là, moi je parlais évidemment de Google Cloud, mais on a également d'autres solutions comme Sonix AI qui fait très bien aussi la transcription avec multiples speakers. Et on a chez les autres providers, hein, que ce soit Amazon avec Transcribe, Azure, ça s'appelle Cognitive Services, Rêve AI, etc. Il y en a d'autres. À toi. Passons au text-to-speech. Alors, pourquoi? Pour qui? Pour tout type de personnes ayant une difficulté pour lire un texte, que ce soit des non-voyants, des malvoyants, ou bien des enfants qui ne savent pas encore lire. Pour des personnes ayant un problème d'élocution ou les muets, qui pourraient taper du texte et qui seraient retranscrits à haute voix afin d'être mieux compris. Et également pour les non-voyants ou malvoyants, lorsqu'ils sont au feu rouge, vous savez le fameux rouge piéton. Rouge piéton. Il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs, on n'en voit pas souvent. Alors, sur par chez moi, en tout cas, je ne connais pas. Mais Toulouse, en tout cas, il y en a plein. plus là, partout. Du coup, je suis gay, je suis rouge piéton. Voilà. Et donc, en gros, grâce à du coup ça, grâce à rouge piéton, les non-voyants ou malvoyants peuvent traverser la route sans se faire renverser. Et également, pour transformer nos PDF préférés en livre audio, ça peut être très pratique. C'est quoi le text-to-speech? C'est le processus qui permet de transformer du texte en contenu audio avec un discours naturel. Ce processus de traduction, c'est la synthèse, et ce qu'on appelle ce résultat, c'est le synthetic speech, que l'on pourrait du coup traduire par parole synthétique. Et il prend en entrée un format de type données brutes et également des fichiers en SSML, et il sort un contenu audio en format MP3, linéaire 16, etc., etc. Et on va faire un petit focus sur l'API Cloud Text-to-Speech de Google. L'API, elle, supporte environ 220 voix à travers une quarantaine de langages et de variants. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut ajuster, donc augmenter ou diminuer la voix, et ça peut être du coup très pratique dans certaines situations. On peut choisir une voix traditionnelle, synthétique ou humaine grâce à WaveNet, que l'on va en parler dans quelques secondes là. Et c'est intégrable à n'importe quelle application ou appareil qui peut communiquer avec une API REST ou un gRPC. Sous le capot se trouve WaveNet, le réseau de neurones de DeepMind, qui a été racheté en 2014 par Google et qui utilise les modèles probabilistiques et auto-régressifs. Alors, trêve de blabla. Alors oui, je ne pouvais pas faire
un talk sans un petit gopher. Donc du coup, j'ai fait une petite application en Go. Est-ce qu'on va voir? Voilà. On a déjà vu, je crois. Alors, le principe est simple. C'est une CLI, donc c'est un outil en ligne de commande. On va lui donner du texte en entrée et lui va nous ressortir un fichier MP3. Donc, on lui dit quoi? Alors, j'ai été grandement inspiré. Hello Devox. C'est original. C'est très original. Merci. Donc, du coup, on va exécuter la commande et lui, il va dire, alors du coup, si tu me spécifies aucune langue, c'est du ENUS, du anglais américain, et il va générer un petit MP3. Alors, est-ce qu'on va entendre le son? Je crois que non. Pardon. On va voir. Alors, un peu plus fort, ça va pas le faire. On la refait? Hello, Devox. Donc, hello Devox. Bon, ok, c'est un Impressionnant. Hello World. Hein? Attends, ouais, bravo, c'est très bien la démo. Ok, c'est un Hello World. On va aller quand même un peu plus loin. Attention, on va aller un peu plus loin. On va lui dire, maintenant, je veux que mon texte, ça soit reconnu comme du français. Et comme j'aime les gophers, on va lui faire dire, j'aime les gophers. Attention, la démo qui tue. J'aime les gophers. Oh, c'est mignon, je trouve. Tu vois. Alors, en gros, techniquement, c'est quoi? Si j'arrive à mettre VS Code. VS Code, il est là, ouais. Alors, est-ce qu'il faut zoomer un petit peu? Oui ou non? C'est bon? Au fond. Merci. Si? Alors, en gros, donc là, c'était du Go. Donc, en gros, dans une conférence sur Java, on a montré du Python, du Go. On a montré un peu tout, donc hey, check. Donc en gros, si on met aucun texte par défaut, il y aura un petit Hello World en texte, en anglais par défaut. Et ce qui nous intéresse plus, c'est ce petit bout de code en fait. C'est tout. On lui dit en entrée, en input source, c'est mon texte que je lui donne un paramètre. On lui spécifie la langue, le language code. On peut lui spécifier du coup les voix traditionnelles, les voix humaines, etc. Tu as toute une gamme en fait de voix. Et là, du coup, et SSML aussi, c'est du markup aussi, où on peut Ouais. rajouter, par exemple, faire plus fort, plus lent, des pauses. On peut rajouter aussi des choses comme ça Exactement. à la génération, ce qui est sympa. Faire Grâce plus à naturel encore. Mnet. Et après, on dit en sortie, c'est du non, c'est pas ça. C'est du MP3, hop là, et on peut lui ajuster du coup la voix. Voilà. Cool. On va repasser au slide. Nickel. Ça veut pas. Attends. Elle est bien là pourtant la souris. Il a pas envie en fait. Ah, trop bien. On va faire avec les flèches là. Si. Attends, pourquoi ça? C'est bon. Alors du coup, donc cette technologie est utilisée par les screenreaders également dans l'assistant Google, la recherche et Google Traduction. Alors la technologie WebNet ne se limite pas du coup à une série de voix synthétiques, mais elle représente une nouvelle façon de créer un discours. Là, ça marche pas. Il existe plusieurs alternatives, tout comme le speech-to-text. Alors, parce que les exemples à la Hello World, c'est bien joli, hein, mais nous, on veut quoi? On veut des vrais exemples. On veut du concret. Et c'est le cas de Numérama, qui a mis à disposition la possibilité de lire à haute voix l'article. Du coup, on va le tester. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Si donc on là, on est clique bien dessus, sur le site de Numérama, et vous voyez là, ils ont rajouté ça sur tous leurs un articles. petit bouton rouge. Ouais. Voilà.
à fond, à fond. iOS 15 vient de commencer son déploiement. Le système fait le plein de nouvelles fonctionnalités. Non, je Et vais pas le laisser. ce qui est très cool, c'est que si on ajuste Je l'ai coupé. la voix, Ah oui. c'est très rigolo. Ah oui, attends. Apple vient, ce lundi 20 septembre 2021, de commencer Oh le déploiement d'iOS 15. plus vite, toi. Le nouveau système à destination des iPhones ajoute de nombreuses Donc options voilà. de la vie privée ainsi que pas mal de Ouais, il fonctionnalités parle aussi vite que nous. hein. Il parle un peu plus vite que Ah nous, bon hein. C'est ça? Un peu. Un petit peu plus vite. Et dernièrement, un mode qui se base sur la technologie a même été créé pour que les personnes non-voyantes et malvoyantes puissent jouer au jeu de cartes Hearthstone. Et personnellement, je trouve ça trop cool en fait. Donc si ça vous intéresse, on vous a mis un petit lien avec une vidéo qui vous montre le mode, etc. et qui fait une démo en fait en live. Et il y a d'autres initiatives que j'aime particulièrement, comme par exemple le fait de pouvoir transformer ses PDF préférés, ses articles, ses livres en livres audio. Et comme ça, on peut faire autre chose. On peut marcher, on peux peut aller courir. courir, on peut faire de la cuisine. Donc, du coup, quand on améliore l'accessibilité, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est génial. Mais attention, et oui quand même, il y a un mais. Attention, il y a quelques bonnes pratiques à respecter. Comme par exemple, ne pas utiliser des fonds spéciales qui ne seront pas interprétés. Et là, honnêtement, c'est quand même ballot. Utiliser des fonds spéciales sur un tweet qui parlait d'accessibilité, ça a été la mauvaise pratique. Donc, Que là, c'est faites des très attention. caractères Unicode, mais du coup, lui, il ne sait pas que c'est les caractères normaux non. de texte, en fait. Donc, du Visuellement, coup, nous, on le voit. Mais ça c'est pas bien. sera pas reconnu et pas interprété par les screenreaders. Donc, bien, exactement. Alors, je ne vais pas forcément le faire vraiment en live, mais je voulais vous montrer deux fonctionnalités qui sont... On est un peu short. Hein On est un peu short. Oui, d'accord. Non, 7 minutes, on est bien. Live Transcribe, donc c'est une fonctionnalité. Alors, j'ai pas réussi à enregistrer mon audio en fait sur les téléphones Android. En fait, on peut rajouter. Enfin, c'est une option d'accessibilité qu'on peut, enabler quoi, et qui permet en fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir là, mais ici, ça rajoute un petit truc sur le côté de l'écran. Et en fait, donc quelqu'un qui est sourd ou malentendant peut utiliser ça pour discuter avec quelqu'un qui parle normalement, comme vous et moi, et tourner le téléphone vers la personne, ou la personne utilise son téléphone, peu importe, et automatiquement, il y a la transcription de ce qui est dit. Et il y a aussi, en bas, on le voit, il y a un petit clavier. La personne sourde, par exemple, peut utiliser le clavier pour taper quelque chose et montrer à la personne entendante ce qui est dit. Une autre petite fonctionnalité sympa, c'est la détection de bruit ambiant. Donc, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, un chien qui aboie, quelqu'un qui sonne à la porte, il y aura des petits indicateurs visuels. Alors, je pouvais mettre ça comme ça, juste pour la transcription. Des petits indicateurs visuels qui disent tiens, là, il y a une voiture qui klaxonne, etc. Et ça fait aussi flasher le flash du téléphone, ce qui fait que visuellement, quelqu'un qui est sourd va voir ah tiens, il y a quelque chose qui se passe, il regarde le téléphone, ah, quelqu'un sonne à la porte. Donc le téléphone se transforme en quelque sorte en oreille pour la personne qui n'entend pas. Et il y a 80 langues qui sont reconnues. L'autre fonctionnalité dont je voulais parler, c'est Live Caption. Donc là, aujourd'hui, je vais le mettre comme ça. Live Caption, donc c'est sur les téléphones Android, mais il y a aussi une fonctionnalité similaire qui existe dans les navigateurs Chrome. C'est le fait de pouvoir en fait avoir des sous-titres automatiquement sur tout ce qui vient en fait du son du téléphone. Donc si vous êtes en train de faire un appel, vous allez avoir des sous-titres qui vont s'afficher avec le flux qui viennent en fait de la transcription du flux audio. Si vous mettez une vidéo, un peu comme les transcriptions YouTube, une vidéo mais qui n'est pas forcément YouTube, que vous avez enregistré avec votre téléphone, eh bien il va pouvoir également faire la transcription de ce qui est dit dans la vidéo. Alors il fait pas next, voilà. Et je voulais parler aussi quelques mots sur la Vision API. Donc, c'est vraiment sur la partie visuelle,
enfin des photos, et non pas tout à l'heure la vidéo intelligence où on faisait ça sur des flux vidéo. Et donc la Vision API est capable de reconnaître donc, ce qu'il y a évidemment dans les photos, par exemple les libellés. Donc ça, c'est un chat, il paraît. C'est mon chaton à moi. C'est ton petit C'est minou. le mien. Et donc j'avais une petite démo à faire, donc je vais passer sur l'autre écran. Merci. Donc là, alors ça c'est une application d'ailleurs que si vous venez à mon université cet après-midi, une application qu'on peut builder ensemble avec des fonctions et plein de trucs. Et en fait, donc c'est une sorte de petite application de partage de photos. Donc je peux faire voilà, upload, choisir des photos et ça va me les rajouter automatiquement là. Bon là je ne vais pas en rajouter. Et en fait qu'est-ce que ça fait quand on upload une photo, ça va appeler, grâce à une Google Cloud Function, ça va appeler la Vision API qui elle va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces photos. Donc par exemple, bon bref je vais le faire avec la souris. Ah oui, bah oui c'est pas le même ordi bien sûr. Donc par exemple, je sais pas moi, pour la Tour Eiffel, il va dire bah, c'est un lieu touristique, landmark, il y a une tour, il y a du ciel, c'est un monument, etc. Et c'est pareil même ce qu'il y a autour de la photo là, hein, la couleur en fait, c'est une couleur qui vient de la palette de couleurs dominantes, les couleurs principales, qui ont été reconnues en analysant ces photos-là. Alors je repasse sur l'autre, je crois que j'expliquais... Non, si, oui, voilà. Et donc ce qui est à droite, vous voyez en fait, donc là c'est juste un extrait du JSON qui est retourné par cette API, et il y a plein d'autres trucs, et ça peut nous dire, donc vu que les gens peuvent poster aussi de manière anonyme, donc j'ai mis aussi un filtre ici pour détecter que c'est du contenu que je peux afficher sans crainte. Là, je vois pas trop ce que c'est quoi ouais, donc ça, c'est les tags, les libellés qui sont reconnus. Ouais, et en bas, c'est les détails justement sur la palette de couleurs. Donc on obtient plein d'informations intéressantes. Et donc ce qui est bien avec cette approche-là, c'est que on peut aussi imaginer, par exemple, créer on parlait en intro des balises alt, mais on peut créer des balises alt automatiques là où on n'en avait pas mis, donc pour combler par exemple les trous. Mais il y a aussi des travaux quand même plus avancés en termes de machine learning qui permettent de faire ça en fait ici en bas, donc c'est ce qu'il y a dans l'article qui est mentionné. En fait, c'est pas seulement des mots-clés, mais être capable de générer des petites phrases en quelque sorte qui décrivent la photo. Et donc après, les gens qui sont aveugles avec mauvaise vision, ils peuvent utiliser un screen reader, les machines qui permettent de lire ce qu'il y a dans les pages web, et y compris les tags comme les balises alt. Alors comme on l'a vu, ces petites technologies, elles sont cool. Elles marchent dans la majorité des situations, mais elles ont encore des défauts et ne sont pas tout à fait encore accessibles. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Mais heureusement, il y a des projets qui se montent, qui existent, qui sont en cours depuis des années et qui améliorent petit à petit du coup l'accessibilité. Comme par exemple, il y a Common Voice de Mozilla qui a pour but d'aider à apprendre aux machines comment les humains parlent vraiment. La base de données, elle est open source, elle est publique, elle est de qualité. C'est cool, mais quoi ? Il y a toujours un mais avec moi, tu vois. Ah oui. Mais elle dispose d'un contenu de 77% de voix d'homme. Le problème, Je l'ai bien fait. c'est quoi ? De voix d'homme. Non, je fais avec moi. Le problème, c'est que cela peut apporter du coup des biais dans la reconnaissance vocale. La solution, c'est quoi ? C'est que tout le monde peut contribuer. Écoutez Google, il y a le projet Euphonia. Alors, son but est d'aider les personnes ayant un discours atypique à être mieux comprises, que ce soit un accent très marqué ou bien un problème d'élocution. Alors, la petite anecdote très rigolote, c'est que du coup, j'ai voulu, moi, y contribuer. Donc, je suis allée chez moi, je me suis enregistrée et j'ai du coup envoyé ces enregistrements à Contribuer du Google. coup avec des vrais extraits de pour du voix, coup, on va dire, contribuer pour aider à ce que du coup la parole avec du bégaiement du coup soit plus reconnue. Sauf que Google a rejeté mes enregistrements. Oh, méchant Google. Alors en fait,
Ouh, Google, ouh, tu vois. Mais Shame, attends. shame. Pourquoi en fait? Parce que quand je suis chez moi, dans mon lit, seul, etc., je ne bégaye pas du tout. Et du coup, mes enregistrements étaient trop fluides. Donc Normaux. Google a du coup, a rejeté mes enregistrements parce qu'ils étaient trop fluides. C'est du coup trop rigolo, je trouve. C'est la première fois, je pense, que ça, ça m'arrive. Mais au moins, on va dire que ça montre le filtrage, en fait, qui est fait derrière et le vrai professionnaliste. Bon, mais Donc, c'est pas vraiment la faute de donc voilà. Google alors. Donc, il n'y a pas que Google qui travaille sur ce genre de sujet-là. Par exemple, il y a Apple, donc ça c'est un papier de recherche qu'ils ont publié, où ils recueillent également des clips audio, des extraits majoritairement provenant de podcasts, avec des gens qui bégayent justement, pour essayer en fait, alors pourquoi? Je veux dire, c'est intéressé aussi évidemment, hein. C'est pour Siri, pour que Siri arrive à mieux reconnaître tout le monde, donc c'est bien. Que tous les grands acteurs qui ont C'est ça. des assistants vocaux, etc., fassent l'effort d'essayer de reconnaître au maximum toutes les paroles, tous les types d'élocution. On en a d'autres exemples, donc Amazon, etc., Apple, Voiceit, qui est intégré à Amazon, qui essaie également d'améliorer, d'entraîner les algorithmes à reconnaître des voix différentes. Donc, par exemple, quelqu'un qui a eu des problèmes, comment on appelle ça, suite-gauche. Ouais, bref, enfin, de tous les différents types de problèmes d'élocution qui peuvent arriver parce qu'on peut avoir des accidents de la vie, etc. Pour conclure, Déjà? ouais, déjà. On on est en plus. Bah, je te Alors, l'avais dit, je te l'avais dit. on est trop fort. Non. Comme on a vu du coup, pas besoin d'avoir un doctorat en réseau de neurones, pas besoin d'avoir un bac plus 12 en machine learning. Il existe des API gratuites et payantes du coup qui permettent d'aider des milliers de personnes parce que c'est aussi ça l'accessibilité. C'est rendre accessible le pouvoir d'améliorer l'accessibilité. On a vu de superbes idées, de superbes projets, mais d'après vous, quelle a été, on va dire, une des plus récentes idées, une des plus récentes, on va dire, technologiques que moi, qui m'a aidé en fait. D'après vous. Je vous le dis à l'avance, c'est pas facile à deviner. Mais Ah bon une fois que tu as montré la photo, ah ouais. Et connaissant en plus, c'est marrant. Alors on ne sait pas. Alors, en gros, c'est ça. C'est la borne de commande à McDonald's. McDo. Alors, je vous s'assure, ne plus avoir la boule au ventre de commander à McDo, de tenter tant bien que mal de demander une boîte de 6 nuggets, et au final, je me retrouvais avec un hamburger ou pire, un cheeseburger. Donc, voilà. Et on peut parler également de Doctolib, une appli que j'adore aussi, mais malheureusement, tous les médecins ne sont pas dessus. Et c'est vrai, même sans avoir forcément de problème d'élocution, moi je déteste téléphoner. J'ai un peu la phobie du téléphone, je ne sais pas s'il y a peut-être un nom scientifique pour ça. Si je dois prendre rendez-vous, Doctolib, moi j'adore, parce que j'ai aucun problème pour prendre un rendez-vous là-dessus. Autant appeler, que ce soit le secrétariat ou le docteur ou autre, je déteste ça. Et donc pour moi, Doctolib, j'adore. C'est ça, tu vois. Donc, si vous voulez aider les autres, le pouvoir est entre vos mains, avec ou sans AI, c'est à vous de jouer. Et on vous remercie. Alors, bien entendu, on vous partagera le lien, faire les slides sur Twitter dans quelques minutes. Allez, quand même. On adore les feedbacks, les retours. Donc, Pourquoi n'hésitez c'est toi pas. qui as dit, c'est moi qui ai 5? Attends.
Et, et moi, Ouais, parce que c'est c'est toi la moi meilleure. qui ai fait la D'accord. side. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça, toi. Donc, en gros, n'hésitez pas à nous donner des retours, des feedbacks sur Twitter, sur LinkedIn, ou bien là, à l'oral, Dans ou bien sur l'application. l'application de Devox France. Alors, ce qui serait cool, c'est des super feedbacks constructifs. Ce serait très, très gentil de votre part. Et comme on est à l'heure, wouhouhou, On a même le temps on a 4 minutes et 38 secondes précis. pour des questions. Donc, est-ce Qui que a vous des avez des questions questions, des anecdotes ou autre chose? Mhm. Alors, c'est pas forcément les Alors non, emojis, c'est ouais, tu vois, la police. c'était En là. fait, sur Twitter, genre quand tu fais un tweet, tu peux mettre des caractères Unicode. Ouais, si tu peux remettre le slide. Donc, il existe des caractères Unicode italiques, par exemple. Mais c'est pas, enfin, même si en théorie, dans la base de données Unicode, on est C'est là. capable de reconnaître qu'un i italique, c'est un i, ça a une valeur de i. Bah, aujourd'hui, en tout cas, les API, alors peut-être que c'est une évolution aussi que Ouais. pourraient faire toutes ces API de text-to-speech. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, j'ai pas testé, mais enfin, où ça épelle au mieux où il Non, va dire ça, caractère Unicode je reconnais pas en 340 fait. 012, etc. Donc Ouais. quelqu'un qui va utiliser un screen reader, eh ben, il ne va pas vraiment comprendre ce que c'est. C'est Et ça. c'est pareil, on voit aussi. Donc les emojis, hein, c'est quand même un bon exemple, mais aujourd'hui, normalement, les emojis, par exemple, l'API de Google, lui va dire smiley en train de sourire ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Donc les Ouais. emojis, à la limite, sont souvent mieux reconnus que les caractères Unicode un petit peu spéciaux. Voilà. Très bonne question. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une autre question, anecdote ou autre? Ouais. Le point médian, qu'est-ce que tu veux dire par le point médian? Ah oui, d'accord, pour l'écriture inclusive. Ouais, donc comment ça se passe avec le point médian dans l'écriture D'accord. inclusive quand on met enfin et, point, e, point, etc. Ça, je sais pas, j'ai pas testé. Il faudrait que je teste, parce que Aucune je idée, suis donc pas bah, sûr très bonne question. que ce Et soit bah, reconnu. Ouais. ouais, Et bah, comme c'est un peu on spécifique testera du coup. français, Ouais. c'est une très bonne question. Ouais. Ah mais Je cool sais pas. ça, je trouve. Ouais, Bah, il y a que nous qui très faisons bien. ça, hein, qui avons inventé ça. On est d'accord. On est fort, mais enfin, non, mais Bien ou pas, on verra. Mais ouais. c'est une question qui est très pertinente et justement, On va la noter. Hein. quelqu'un que je Ouais. suis sur Twitter et qui est une personne qui est sourde expliquait qu'en fait l'écriture inclusive, bah, en fait, elle n'est pas inclusive du tout parce que ça nuit à la compréhension, à la lecture, justement pour ceux qui ont des problèmes d'audition. Parce que bah, pourquoi il y a un point E? Enfin, peut-être que c'est aussi une question d'entraînement de l'œil, de zapper un petit peu ces points E, mais en vrai on veut être inclusif, mais en fait, ça gêne l'inclusivité pour d'autres personnes. Et là, c'est marrant parce que c'était un tweet que j'ai vu justement cette semaine sur le sujet de bah, arrêter avec enfin, la personne sourde, grosso modo, je schématise, mais dit arrêter avec l'écriture inclusive. C'est plus pénible de lire des sous-titres et des choses comme ça avec des points machins, des points médians, que de ne pas en mettre du tout. Et c'était une femme en plus qui le disait, donc elle pouvait être touchée par le fait que elle serait contente d'avoir un point médian E pour son cas Ouais, de mais figure à elle, tu vois. pareil. Mais ouais, super question également. Il nous On reste une regardera du minute coup. de troisième. Une dernière question, Ouais. je pense. Ouais. Ouais. Il y en a Différence synchro. synchrone, asynchrone. Donc oui, c'est une bonne question. Est-ce que la qualité est meilleure ou moins bonne si on le fait en synchrone ou en asynchrone? Je dois avouer que je ne sais pas, je connais pas la réponse. C'est possible, et effectivement, vu qu'il y a plus de temps de processing qui est alloué du coup pour faire la transcription en asynchrone, c'est possible qu'ils utilisent
des modèles peut-être plus fins, c'est possible. Dans la pratique, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, alors, par exemple, la transcription du podcast, je le fais en asynchrone parce que de toute façon, Parce que il y a c'est une long, limite de tu temps vois. Ouais, en mode synchrone. ça. Donc je peux avoir que, je ne sais plus, ça doit être limité à 1 minute, je ne me rappelle plus exactement. Quelques minutes, c'est Donc je vrai. suis, Ouais. ou quelques minutes peut-être. Ouais. Donc les épisodes des Cascodeurs, c'est 1 heure et demie à chaque fois, c'est super long. Et on est obligé de toute façon d'utiliser la reconnaissance asynchrone. Et pour, donc quand j'ai fait le test, alors je ne sais plus, j'avais pas chronométré précisément, mais il faut quand même 10 bonnes minutes au moins pour transcrire ça. Mais ce qui est intéressant avec ce chiffre-là, c'est que, on va dire 10 minutes pour, donc si c'est 1 heure et demie, pour 90 minutes de talk. Donc on voit qu'il transcrit plus vite que la vitesse de la parole. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, on est capable de le faire en live, sur un flux audio live, parce qu'il a le temps de processer, d'analyser la parole en même temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit aussi, quand on le voit d'ailleurs quand on utilise son téléphone, il change aussi même ce qui a été reconnu sur les mots précédents, ou rajouter par exemple de la ponctuation, rajouter une majuscule, ou il est capable de revenir un petit peu en arrière. Ah oui, là, les nouveaux mots du coup, me donne plus d'informations par rapport au contexte de ce qui a été dit. Donc, je suis capable que le truc que j'étais pas trop sûr d'avoir reconnu, en fait, c'était pas ce mot-là, mais c'était tel autre mot, parce que dans ce contexte-là, ça fait sens. Donc, il y a le petit côté boucle de feedback qui est intéressant. On a fini? Bah oui. Bah, merci beaucoup pour votre Merci beaucoup. attention. Merci.